Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a ceux à qui la fortune sourit. Le Parisien, un divorce à 3 milliards. Ou comment la femme du propriétaire russe de l'AS Monaco lui réclame la moitié de sa fortune. Et puis, il y a ceux à qui les économies coûtent cher. Le Figaro, les emplois à domicile victimes de la fiscalité. Mais le sujet principal à quelques jours du scrutin, ce sont les élections européennes. Le Monde, le Front National met l'UMP sous pression. Libération européenne, la bataille de l'euro, l'opinion, commission, la guerre secrète, l'humanité, traité transatlantique. Les Français demandent la levée du secret. Bon, ça s'emballe sur la campagne des européennes. On sent que ça approche. Oui, dans la Nouvelle République, Hervé Canet raille le retard à l'allumage des états-majors qui s'affolent aujourd'hui sur l'Europe. On pourrait parler aussi de celui de la presse, mais le plus intéressant, ce sont les évolutions idéologiques. Alors, il y a bien sûr ce traité de libre-échange transatlantique qui n'intéressait personne il y a 6 mois, mais regardez tout simplement le débat sur l'euro. En une du Monde, une citation de Thomas Piketty, l'économiste déçu du hollandisme. « Il faut donner un parlement à l'euro ». Une pleine page d'interview dans laquelle il dénonce l'indépendance de la Banque centrale européenne. Refuser de parler des institutions parce que c'est trop technique, dit-il, c'est laisser libre cours au capitalisme débridé. C'est en une du Monde et c'est aussi en une de Libération. Le journal décide enfin de ne plus laisser le monopole de la critique de l'euro au Front National. François Sergent, dans son éditorial, prolonge les arguments de Thomas Piketty sur les vices de départ d'une monnaie sans État qui amplifie la déflation. Milton Friedman, le héros des libéraux réganiens, en a rêvé, dit-il. L'Union européenne l'a fait. Les plus radicaux demandent la sortie de l'euro et le retour aux monnaies nationales et souveraines, poursuit-il. Une revendication avancée par des partis populistes, mais aussi par des économistes réputés venant plutôt de l'extrême gauche. Il faut entendre ces voix discordantes, seraient-elles minoritaires ? Serait-ce la perspective d'un séisme politique dimanche ? La presse a donc décidé de faire vivre les débats. Et c'est d'autant plus important que l'opinion, le journal, s'en prend à un des mythes de ces élections. L'idée que le président de la Commission européenne serait issu des urnes. Le journal souligne que le vote de dimanche n'engage absolument pas le choix du futur président, qui relève de tractations complexes. Et comme le rappelle Jacques Camus dans La Montagne, Angela Merkel a affirmé que ce vote ne serait qu'indicatif. Bigre, dit-il, le poids d'Angela serait-il supérieur à celui de 500 millions d'électeurs européens ? Oui, malheureusement, la réponse est dans la question. Et en attendant, les favoris à cette présidente de la Commission jouent sous cette ambiguïté. Ceux qui Bien sont venus sûr, face à Jean-Pierre Elkabbach, les 3 qui sont venus l'ont fait. François Hollande, tiens, on ne l'a pas entendu sur l'Europe et pourtant, il continue à travailler, mais discrètement. Oui, mais il tient les rênes. C'est ce que nous apprend Libération qui nous raconte comment le président a décidé tout seul de tripler le nombre de foyers sortis de l'impôt sur le revenu, obligeant Manuel Valls ici même à des acrobaties médiatiques. Une page de commentaires anonymes pour relayer le message de l'Élysée résumé par un pilier de l'Assemblée à la fin de l'article. Valls est en train de découvrir ce que c'est d'être bordé par Hollande. Mais dans son éditorial de l'opinion, Nicolas Bétou s'amuse surtout de la visite de François Hollande à Jamel Debbouze. Tout se passe, écrit-il, comme si le chef de l'État avait décidé de se tenir le plus loin possible d'un désastre annoncé et qu'il préférait se montrer en plein après-midi sur une scène de théâtre et assister, c'est tellement amusant, à un concours d'improvisation. Oui, joli symbole. On parle des normes avec un problème de taille ce matin. Oui, parce que pour le coup, ce n'est pas du tout une norme européenne, mais bel et bien française. Le Figaro raconte comment les inspecteurs du travail se mettent à faire appliquer l'interdiction pour un salarié de travailler à plus de 50 cm du sol sur un escabeau. Oui, même dans l'arboriculture. En fait, il faudrait des nacelles, figurez-vous, pour cueillir les abricots. Résultat, un employeur poursuivi dans la Sarthe et surtout un secteur pesant 56 000 emplois qui tremble parce qu'en Allemagne, par exemple, la limite est à 3 mètres. Ça s'appelle Ubu législateur. Je ne sais pas si on doit continuer ou s'arrêter là, parce que vous voulez nous parler d'une radio, pour finir, qui n'est pas Europe 1. Oui, mais c'est pas du tout concurrent avec Europe 1, je vous rassure. On trouve dans le magazine Néon un article absolument extraordinaire sur une radio connue des seuls initiés. Depuis 30 ans, elle émet des bourdonnements, des séries de chiffres et des noms. Mikhail, Dimitri, Zenia, Boris. On l'appelle le buzzer et personne ne sait d'où elle émet, mais on peut l'écouter via le net sur uvb-76.net. 1982 en fait. Et en 2010, elle a connu pendant quelques semaines des turbulences, puis on entendait des voix, ça vient de la salle des machines, puis quelques minutes du lac des Cygnes, c'est là qu'on a su qu'elle était russe. La thèse soutenue par un jeune Finlandais qui est allé vérifier sur place, la radio servirait de transmission codée pour l'armée russe et aurait déménagé de la région de Moscou en 2010. Mais après tout, les discours sur l'Europe sont à peine plus clairs, alors allez savoir pourquoi ils font moins fantasmer que le buzzer. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h35 sur Europe 1. Demain, Natacha.